est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce jeudi 15 janvier 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. En Algérie, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi Farah al-Cheikh Abdelkadir Mohamed, envoyé spécial et porteur d'un message du président de la République fédérale de Somalie, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi que la délégation l'accompagnant. Le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce jeudi au niveau de la station satellitaire de télédétection l'opération de lancement du satellite Alsat 3A. Les détails dans ce journal. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 441 martyrs et 171 329 blessés. Et les approvisionnements demeurent insuffisants pour répondre aux besoins immenses dans la bande de Gaza, selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et puis la Russie juge inacceptable le déploiement de forces par les puissances occidentales dans le cadre d'un éventuel futur accord de paix en Ukraine, a déclaré ce jeudi le ministère russe des Affaires étrangères. On fera le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Algérie, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi Farah al-Cheikh Abdelkadir Mohamed, envoyé spécial et porteur d'un message du président de la République fédérale de Somalie, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi que la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence de Boualem Boualem, directeur de cabinet à la présidence de la République, Amar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, et Mohamed Sghir Sadawi, ministre de l'Éducation nationale. J'ai rencontré aujourd'hui son Excellence le président de la République algérienne démocratique et populaire, le président Abdelmajid Tebboune, que Dieu le préserve. Je lui ai transmis une lettre manuscrite de son Excellence le président de la République fédérale de Somalie, le docteur Hassan Sheikh Mahmoud, dans laquelle il exprime ses sincères remerciements et considérations pour le rôle important joué par l'Algérie dans les causes justes africaines et arabes. La lettre insiste sur le respect de la République de Somalie envers les positions justes et constantes de l'Algérie pour l'unité et la souveraineté de la Somalie. Le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce jeudi au niveau de la station satellitaire de télédétection l'opération de lancement du satellite Alsat 3A. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, on fait le point avec Safran Bessabri. Il est 5h01 heure locale, jeudi 15 janvier 2026. Lorsque le satellite prénommé Alsat 3A est lancé depuis la base de lancement de Jiuquan, située au nord-ouest de la République populaire de Chine. L'opération a lieu sous la supervision du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire depuis la station satellitaire de télédétection de l'agence spatiale algérienne. L'opération est suivie avec la présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, le directeur général de l'agence spatiale algérienne ainsi que de hauts responsables de l'armée nationale populaire. Cette opération, suivie à distance depuis l'Algérie, s'inscrit dans le cadre de la consolidation et du développement des capacités nationales dans le domaine de la surveillance satellitaire et concrétise le partenariat entre l'agence spatiale algérienne et la Société chinoise des sciences et des technologies aérospatiales. L'opération, qui s'est déroulée à 12h01 heure chinoise, a été couronnée de succès. Elle permettra à l'Algérie de disposer de données supplémentaires à travers des capacités satellitaires de très haute résolution consacrées à l'observation depuis l'espace. Une avancée dans le domaine du renseignement géospatial. L'Algérie a procédé en 2002 au lancement du premier satellite Alsat 1, suivi par le lancement de 2 satellites en 2010 et 2016, respectivement Alsat 2A et Alsat 2B. Un investissement dont l'objectif est le renforcement des capacités géospatiales nationales.
Direction l'Ouganda à présent où les bureaux de vote se sont ouverts ce jeudi pour les élections présidentielles. Législatives rapportent des médias. Plus de 21 millions d'électeurs ougandais sont attendus aux urnes pour choisir le président. 353 membres directement élus du Parlement et 146 représentantes féminines des districts. Et justement, le président sortant Yoweri Museveni brigue un nouveau mandat lors de ce scrutin. Face à lui, 7 autres candidats dont l'ex-chanteur populaire Bobby Wine. Direction le Ghana à présent où le pays va supprimer les accords de stabilité des investissements miniers à long terme et doubler les redevances dans le cadre de réformes radicales alors que les prix des lingots d'or flambent. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une refonte globale visant à concilier la confiance des investisseurs et la volonté de gérer davantage de revenus, a déclaré le PDG de la Commission ghanéenne des minéraux lors d'un entretien à Accra. Tous les 5 ans, la politique devrait être révisée et cela n'a pas été fait depuis 2014. Il nous fallait donc prendre des mesures pour combler cette lacune. C'est sur cette base que reposent les nouvelles réformes de cette politique. Certaines de ces entreprises avaient un accord de stabilité, une taxe d'assemblée de district commune qu'elles refusaient de payer. Il y a des choses que, je veux dire, certaines personnes auraient dû faire pour les gens quand le marché était bon, mais elles ne l'ont pas fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu des abus et nous ne voulons pas continuer dans cette voie. Direction le Soudan à présent où le conflit a provoqué la plus grande crise de déplacement de notre époque, a affirmé jeudi le nouveau haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, Brahim Salih, lors d'une visite des camps de l'Est du Tchad accueillant 1 million de Soudanais ayant fui le conflit qui ravageait leur pays. Le haut commissaire a salué l'accueil réservé aux réfugiés soudanais par le Tchad dont les frontières n'ont pas été fermées en dépit de ressources limitées. Le Tchad accueille plus d'1 million de réfugiés soudanais, a rappelé ce jeudi la ministre tchadienne de l'Action sociale Zahra Mahamat Issa, précisant que les besoins sont énormes et que les ressources sont devenues très rares. Au Cameroun, la flambée des cas de variole du singe observés dans la région du littoral et du centre du pays, ainsi que la présence de cas dans certaines autres régions, ont incité les autorités sanitaires du pays à placer le système de santé en état de vigilance maximale, rapporte ce jeudi des médias locaux. Il est à noter que la variole du singe, connue sous le nom de Mpox, attaque les populations au Cameroun depuis la fin de l'année 2025. Selon le ministère camerounais de la Santé publique, depuis le 1er janvier 2026, le pays a enregistré 114 cas suspects, dont 10 confirmés. Aucun décès n'a été enregistré. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 71 441 martyrs et 171 329 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes. Les approvisionnements et les articles d'hébergement demeurent insuffisants pour répondre aux besoins immenses dans la bande de Gaza, indiqué ce jeudi l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans un contexte de blocus et de restrictions imposées par l'occupation sioniste à l'entrée des aides dans l'enclave palestinienne. Et 3 mois après l'annonce d'un cessez-le-feu à Gaza, la réalité sur le terrain reste inchangée. Les bombardements se poursuivent, le nombre de victimes s'accumule et l'aide humanitaire demeure largement insuffisante. Commentaire Naïla Hamouda. Le cessez-le-feu annoncé il y a 3 mois de cela n'a été qu'un écran de fumée. Une trêve violée à maintes reprises, faisant des morts et des blessés parmi les Razaouis, des quartiers bombardés, des maisons effondrées et des familles ensevelies. Dans ces conditions, parler de phase relève pour beaucoup d'une indécence. La soi-disant première étape censée apporter un apaisement,
Une protection minimale des Palestiniens n'a jamais existé sur le terrain. De quelle deuxième phase parle-t-on? De quelle première phase parle-t-on? Ils n'ont même pas encore commencé la première. Comment pourraient-ils entamer la seconde? Ils bombardent depuis ce matin. Ils ont ciblé Toufah et Zaytoun. Des maisons s'effondrent. Quelle deuxième phase? Nous ne voulons pas de promesses en l'air. Pour les déplacés palestiniens, les mots ne suffisent plus. Ils voient le génocide sioniste qui se poursuit, une destruction systématique et une population prise pour cible jour après jour. La deuxième phase annoncée par l'administration Trump consisterait à mettre en place un comité palestinien, une construction politique présentée comme soi-disant une avancée. Mais pour les habitants de Gaza, cette annonce est perçue comme totalement déconnectée de leur réalité. Voilà l'ennemi. Qu'attendez-vous de lui? Qu'il ouvre le passage? Ce ne sont que des mensonges, que des paroles en l'air, des discours sur l'ouverture du passage et sur ceci ou cela. Et quand ils laissaient passer du cola, c'est du cola dont nous avons besoin. Ils ont laissé passer un peu de cola. Nous voulons quelque chose qui nous rende heureux. Nous souffrons depuis 2 ans et voici le début de la 3e année. Nous souffrons du manque de nourriture, du manque de boissons et des prix exorbitants. Nous souffrons. Les gens n'ont plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Nous voulons le retrait de l'armée israélienne de nos régions afin que nous puissions rentrer chez nous. La deuxième phase devrait inclure un retrait complet et la réouverture des points de passage. Ils veulent affamer le peuple palestinien par tous les moyens. À Gaza, l'annonce d'une deuxième phase ne convainc personne, tant que la première est restée lettre morte. Tant que le cessez-le-feu continuera d'être violé, tant que l'aide humanitaire est bloquée, les Palestiniens resteront sceptiques. Pour eux, la paix ne se décrète pas, elle se prouve sur le terrain. Et le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, a dénoncé l'incursion de l'armée de l'occupation sioniste dans un centre de santé de l'agence onusienne Al-Quds occupé, la qualifiant de mépris délibéré du droit international. Et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine avertit que sa présence, qui s'étend depuis des décennies à Al-Quds occupé, approche de sa fin en raison des mesures scandaleuses prises par l'entité sioniste contre cette agence. Roland Frédéric, directeur de l'UNRWA en Cisjordanie occupée, a déclaré dans une publication mercredi soir sur les réseaux sociaux que dans une démarche scandaleuse, des éléments des forces sionistes ont pris d'assaut lundi le centre de santé de l'UNRWA Al-Quds et ont exigé le retrait des enseignes des Nations Unies. Au moins 80 Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en 24 heures en Cisjordanie occupée, dont une femme, 2 enfants et d'anciens prisonniers, indiqué ce jeudi un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Et la décision de l'occupation sioniste de renouveler l'état d'urgence dans les prisons constitue une couverture officielle à la poursuite du crime de génocide systématique à l'encontre des détenus palestiniens, a dénoncé ce jeudi le président du club des prisonniers palestiniens, Abdallah Zaghari. Au Liban, l'armée d'occupation sioniste a mené ce jeudi une série d'attaques dans le sud du Liban. Selon l'agence de presse libanaise, des soldats de l'armée sioniste ont bombardé à 2 heures du matin un immeuble déjà endommagé par des attaques dans la localité de Kfar Kila. L'armée d'occupation sioniste a également effectué une incursion dans la localité de Adaïsé pour y faire exploser 2 habitations. Pour rappel, en violation du cessez-le-feu en vigueur conclu depuis fin novembre 2024, l'armée sioniste poursuit ses agressions contre le Liban, faisant souvent des martyrs et des blessés.
En Syrie, les forces d'occupation sionistes ont mené une nouvelle incursion ce jeudi dans le village de Saïda al-Hanout, dans la campagne sud d'Al-Qunaitira, en Syrie, à travers une force composée de 22 véhicules militaires. Les forces d'occupation sionistes ont également mené des opérations de ratissage dans le village et procédé à l'arrestation de 3 jeunes, dont 2 frères, avant de les relâcher. L'entité sioniste poursuit ses violations de l'accord de désengagement de 1974 à travers les incursions et les arrestations. Toujours en Syrie, des Syriens ont quitté ce jeudi la campagne d'Alep, craignant une escalade des tensions entre les FDS et le gouvernement syrien. Toujours dans le même contexte, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré ce jeudi qu'il espérait que les problèmes en Syrie voisine puissent être résolus pacifiquement, mais que le recours à la force par le gouvernement de Damas pourrait être une option après les récents affrontements avec les combattants. Le recours à la force par le gouvernement syrien, lorsque cela s'avère nécessaire, n'est plus un phénomène inhabituel. Car, comme vous pouvez le constater, il ne reste plus d'autre choix. J'espère que nous n'en arriverons pas là. J'espère que les problèmes se résoudront par le dialogue. Mais je constate d'ici que, lorsque les problèmes ne peuvent être résolus de bonne foi par le dialogue, le recours à la force par le gouvernement syrien devient malheureusement une option. Je le vois bien. Dans le reste de l'actualité de ce journal, la Russie juge inacceptable le déploiement de forces par les puissances occidentales dans le cadre d'un éventuel futur accord de paix en Ukraine, a déclaré ce jeudi le ministère russe des Affaires étrangères. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les puissances occidentales comme la Grande-Bretagne savaient parfaitement que le déploiement de telles forces était inacceptable pour la Russie, mais qu'elle avait insisté sur ce point dans les projets de proposition de paix afin de saper le processus. Le 6 janvier à Paris, en marge de la réunion de la soi-disant coalition des volontaires, le Premier ministre britannique Keir Starmer, accompagné du président français et du chef du régime de Kiev, a signé une déclaration d'intention exposant un plan de déploiement des forces multinationales en Ukraine. En réalité, des troupes d'occupation occidentales. Ce déploiement était censé, selon les déclarations officielles, garantir de futurs accords de paix. Mais qui y croirait? Nous sommes parfaitement conscients du caractère inacceptable d'un tel scénario pour la Russie. Les Britanniques s'en servent comme d'un nouvel instrument pour saper le processus de paix auquel participent les États-Unis et pour poursuivre les hostilités jusqu'à la mort du dernier Ukrainien. Nous tenons à avertir que toute tentative de mise en œuvre de ce plan criminel impliquant la soi-disant coalition des volontaires ferait peser l'entière responsabilité sur Londres quant à la vie des ressortissants britanniques. Notre position demeure inchangée et est bien connue. Tout contingent étranger en Ukraine sera considéré comme une cible légitime pour les forces armées russes. La composante britannique ne fera pas exception. Par ailleurs, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré ce jeudi 15 janvier qu'il était inacceptable que l'Occident continue d'affirmer que la Russie et la Chine menaçaient le Groenland. Il est important de comprendre que toute tentative d'ignorer les intérêts russes dans l'Arctique, notamment en matière de sécurité, ne restera pas sans réponse et aura des conséquences durables. Notre pays maintiendra fermement sa position dans la région afin de préserver son développement socio-économique, la nature, le patrimoine culturel et le mode de vie traditionnel de ses habitants ingénieux. Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer la souveraineté nationale dans l'Arctique, en particulier en matière de défense et d'infrastructure de la route maritime du Nord. En Ukraine, des drones russes ont frappé mercredi des infrastructures dans la ville de Kiev, provoquant des coupures de courant d'urgence pour plus de 45 000 clients et perturbant l'approvisionnement en chauffage, a déclaré le chef de l'administration militaire Oleksandr Vilkul.
Au Canada, le Premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi sa démission pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec. J'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de Premier ministre du Québec, a déclaré François Legault. Son gouvernement a récemment été ébranlé par le départ de ministres sur fond de controverses notamment liées à la réforme de la rémunération des médecins et des dépassements de coûts importants pour l'implantation d'une plateforme numérique gouvernementale. Parlons coopération à présent. La Chine et le Canada soutiennent tous deux la mondialisation économique et la libéralisation des échanges et partagent de nombreux intérêts communs ainsi qu'un énorme potentiel de coopération dans les domaines économiques et commerciaux, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chinois du Commerce. La Chine et le Canada soutiennent la mondialisation économique et la libéralisation des échanges et partagent de nombreux intérêts communs ainsi qu'un immense potentiel de coopération dans les domaines économiques et commerciaux. La Chine poursuit une ouverture de haut niveau, s'alignant proactivement sur les normes internationales les plus exigeantes en matière économique et commerciale et faisant progresser régulièrement son ouverture économique et commerciale et institutionnelle. La Chine est disposée à négocier et à signer activement des accords bilatéraux et régionaux de commerce et d'investissement avec les pays et régions ouverts à une telle coopération, afin de promouvoir davantage la libéralisation et la facilitation des échanges et des investissements, et de préserver par des actions concrètes le système de libre-échange et commercial multilatéral chèrement acquis. Cuba accueillit ce jeudi les dépouilles de ses 32 soldats tués au combat lors de l'attaque menée par les États-Unis contre le Venezuela, rendant hommage à ces troupes considérées comme des héros nationaux. Les corps des soldats sont arrivés tôt jeudi à l'aéroport international de La Havane dans des cercueils recouverts du drapeau cubain. Un hommage vibrant leur a été rendu. L'ennemi parle avec euphorie d'opérations de haute précision, de troupes d'élite, de suprématie. Nous parlons de visages, de familles qui ont perdu leur père, leur fils, leur mari, leurs frères. Nous parlons d'enfants qui grandiront sans une étreinte de leur père, pensant à eux. Si cette page douloureuse de l'histoire a mis en lumière une chose, c'est que l'impérialisme peut posséder des armes plus sophistiquées, une immense richesse matérielle, et acheter l'esprit des hésitants, mais il ne pourra jamais acheter la dignité du peuple cubain. Un peuple ne devient pas grand grâce à sa richesse matérielle, mais grâce à sa capacité à faire vivre le souvenir des héros. Le nombre d'Haïtiens expulsés de République dominicaine a augmenté de près de 40% en 2025 suite au renforcement de la politique d'immigration du président. Lui, Abinader, a annoncé mercredi 14 janvier la Direction générale des migrations. Le gouvernement dominicain a enregistré l'expulsion vers leur pays d'origine de 300 000 ressortissants haïtiens en situation irrégulière sur le territoire dominicain en 2025, selon un communiqué des autorités de l'immigration. En 2024, le président s'était fixé pour objectif d'expulser 10 000 Haïtiens par semaine, une politique critiquée par les organisations de défense des droits humains. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur A24 News et à demain.